Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat. Nouvelle plainte ce matin dans l'affaire Lactalis. L'association Foodwatch saisit aujourd'hui la justice, l'association qui a relevé pas moins de 12 infractions qui engagent la responsabilité de tous les acteurs de la chaîne, qu'il s'agisse de Lactalis, des autorités de contrôle de l'État, mais aussi les laboratoires ou encore les acteurs de la grande distribution. Ce sont d'ailleurs les acteurs de la grande distribution qui sont auditionnés ce matin par les sénateurs qui se sont constitués en commission mixte d'information autour de ce scandale, mélangeant sénateurs de la commission des affaires sociales et de la commission des affaires économiques. Il faut dire que la grande distribution est dans le viseur depuis le mois de janvier, après la découverte que Leclerc, Auchan, Système U, mais aussi Carrefour avaient continué à vendre des lots de lait contaminés. Cela, malgré la procédure de rappel qui avait été engagée après la découverte de la contamination salmonelle dans l'usine de Cran en Mayenne. Alors, un certain nombre d'enseignes de la grande distribution ont annoncé des mesures de renforcement des contrôles, voire ont annoncé cesser définitivement la vente de produits de lait infantile de Lactalis. Ce matin, les échanges s'annoncent directs avec les sénateurs. Voyez-les tout de suite. Les commissions des affaires économiques et des affaires sociales vous accueillent aujourd'hui dans le cadre du cycle d'audition lancé à la suite de la commercialisation de lait infantile fabriqué par l'entreprise Lactalis et infecté, comme chacun le sait désormais, par des salmonelles. Nous cherchons à comprendre comment en France, en 2018, malgré toutes les procédures de contrôle prévues par la législation, ou la réglementation, et nous avons reçu ici les différents services de l'État, nous savons qu'il y a beaucoup de procédures, comment une contamination de ce type a pu advenir alors qu'elle concerne des produits en principe particulièrement surveillés puisque destinés à de très jeunes enfants. La vie d'un produit agroalimentaire est longue, depuis la récolte de la matière première jusqu'à la consommation du produit transformé et implique de très nombreux acteurs. C'est donc la chaîne de ces acteurs dans son entier que nous avons souhaité entendre depuis quelques semaines. C'est à ce titre que nous avons convié aujourd'hui en vos qualités de distributeurs de produits, que nous vous avons convié, aujourd'hui en vos qualités de distributeurs des produits. Je précise d'ailleurs que vous représentez deux types de distributeurs, la grande distribution, puisque sont présents aujourd'hui des représentants de l'ensemble des groupes de grande distribution. Je vous remercie tous d'être là, mais également la distribution spécialisée avec la présence que je salue, je ne la vois plus, voilà, de Madame la Présidente du Conseil de l'Ordre des pharmaciens. Merci Madame d'avoir accepté notre invitation. Les faits sont connus. Des produits contaminés ont été fabriqués, mis sur le marché, et alors même que ces produits ont fait l'objet de procédures de retrait, ils ont continué à être disponibles dans les rayons de la grande distribution et dans les officines de pharmacie et à être vendus à des clients. Ma question sera donc extrêmement simple, extrêmement directe. Comment est-ce possible? Nous ne cherchons pas ici au Sénat à déterminer les responsabilités individuelles. La justice en est saisie. Ce matin encore, il y a quelques instants, nous venons de voir que de nouvelles plaintes ont été déposées. Mais nous cherchons à comprendre quels mécanismes n'ont pas fonctionné, comment, bien sûr, améliorer la chaîne. Nous attendons donc de chacun d'entre vous que vous puissiez, dans le cadre d'une très courte intervention que nous limiterons à 4 minutes par personne, avec une personne par groupe de distribution ou par circuit de distribution, que vous puissiez nous indiquer comment, c'est-à-dire par quels canaux d'information vous avez été prévenu du rappel des produits concernés, quelles sont vos procédures internes respectives pour mettre en œuvre la mesure, sachant qu'un grand nombre de produits sont chaque année et chaque jour, j'allais dire, rappelés dans les circuits de grande distribution. Quels éléments expliquent selon vous que des produits rappelés aient continué à être offerts à la consommation dans votre réseau de distribution, voire aient fait l'objet de promotion? Quelles pistes d'évolution, le cas échéant, réglementaire ou simplement organisationnelle, tant en interne qu'au niveau de l'ensemble de la procédure administrative, suggérez-vous pour améliorer l'efficacité du système,
sans rendre le système complètement impotent. Je laisse le président Milon, président de la Commission des affaires sociales, compléter mes propos avant de vous céder la parole. Puis, après vos interventions respectives, nos collègues des deux commissions réunies vous adresseront leurs propres questions qui, j'en suis sûre, seront nombreuses. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, donc afin de permettre à chacun de répondre aux interrogations qui viennent d'être formulées par la Présidente et que notre Commission des affaires sociales partage pleinement, je serai bref. Je joins donc ma parole à celle de la Présidente de la Commission des affaires économiques pour souhaiter la bienvenue aux représentants de la grande distribution et plus particulièrement à la présidente du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, que notre commission a régulièrement l'occasion d'auditionner. En tant que distributeur de produits d'alimentation destinés à des publics fragiles, en particulier donc les infantiles, les pharmacies d'officine, Madame la Présidente, doivent évidemment respecter les procédures mises en place pour garantir la sécurité sanitaire. Nous serons donc particulièrement attentifs au retour d'expérience que l'Ordre des pharmaciens pourra nous livrer sur le cas d'espèce qui nous réunit aujourd'hui. Je propose donc que nous débutions sans plus attendre nos échanges et je me tais. Très bien. Je vous propose, Madame la Présidente, de vous passer la parole. Ensuite, je passerai la parole au groupe Carrefour, donc à Monsieur Stéphane Dufort ou Monsieur Éric Adam au choix. Et ensuite, on fera chacun. Madame Wolf-Thal. Je vous remercie, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les parlementaires. Alors, les questions qui nous sont adressées sont effectivement très simples et très claires. Comment les pharmacies, dans un premier temps, ont été informées? Alors, dès les premiers retraits, rappel de lait infantile donc par la société Lactalis au début du mois de décembre, l'Ordre national des pharmaciens a travaillé donc avec les autorités, la DGS et la DGCCRF, et s'est mobilisé pour transmettre les informations aux pharmaciens au fur et à mesure des informations disponibles, en diffusant instantanément à tous les pharmaciens les alertes. Je précise qu'entre le 4 et le 13 janvier, les pharmaciens d'officine, les pharmaciens hospitaliers et les grossistes répartiteurs ont été destinataires de 9 alertes, leur précisant la liste des produits à retirer et les modalités de rappel qui leur ont été diffusées par le biais de cet outil dont vous avez probablement déjà entendu parler, le dossier pharmaceutique, y compris le week-end. Donc concrètement, en 2 mots, ces alertes apparaissent sur les écrans des officines, des réceptions sur tous les écrans des ordinateurs et bloquent le fonctionnement de tous les ordinateurs jusqu'à la prise en compte du message. Ce système permet d'alerter toutes les officines en temps réel et aucun opérateur ne peut manquer de voir l'alerte et d'en accuser réception. Ce qui a manqué, c'est un contact direct et régulier avec les autorités, dont la DGCCRF. À titre d'illustration, je précise la réactivité de l'ordre concernant les mesures annoncées par les autorités sanitaires durant le week-end, le fameux week-end du 9-10 décembre, où les pharmacies ont été informées à l'initiative du Conseil de l'ordre, en l'absence de consignes stabilisées, dès le samedi, afin que, dès le dimanche, qui était donc un jour de garde pour les officines, dans les pharmacies de garde, les pharmaciens puissent retirer de la vente tous les laits, mais surtout parce qu'à ce moment-là, si on replace dans le contexte, c'était ça l'inquiétude, de pouvoir répondre aux familles sur les conséquences de santé, sur les enfants, sur leur santé, les mesures à prendre d'hygiène diététique, et surtout que les pharmacies puissent substituer et proposer dès le dimanche, j'insiste, des laits de substitution aux patients et aux familles qui étaient touchées par ce rappel. Donc l'ordre s'est mobilisé le samedi et le dimanche avec les réseaux de la grande distribution pour pouvoir assurer le dimanche l'information aux patients, la substitution des laits et bien sûr le retrait des lots incriminés. Le réseau des grossistes répartiteurs a donc été en alerte dès le samedi pour justement pouvoir alimenter les pharmacies en lait de substitution. Je précise que le dimanche matin, en l'absence précise des lots incriminés qui effectivement étaient très nombreux, on a envoyé l'ordre, j'ai pris la responsabilité d'envoyer aux pharmaciens un message de mise en quarantaine de tous les produits Lactalis, dès le dimanche matin 10 décembre. À la suite des contacts ensuite effectués effectivement par la DGCCRF, des constats effectués par la DGCCRF, l'ordre a été allé plus loin et je suis rentrée en contact avec les éditeurs de nos logiciels métiers
afin que les produits, quand ils sont bipés sur nos scanners, il y ait un message d'alerte en disant « Attention, ce message fait l'objet d'un rappel, vérifiez votre rappel ». Et dans les 72 heures qui ont suivi ma demande auprès des éditeurs de logiciels, ce message était effectif dans les pharmacies. Concernant également l'affichette qui devait être mise visible auprès du public, l'ordre a relayé la demande donc formulée par la DGCCRF à Lactalis de mettre en place cette affichette dans les officines. Par ailleurs, toutes les informations ont été mises en ligne sur le site internet de l'ordre, sur l'application mobile de l'ordre, ainsi que tous les documents officiels qui étaient produits au fur et à mesure, soit par la DGCCRF, soit par la DGS, soit par Lactalis. 3 communiqués de presse, 7 actualités, dont 5 poussés par les applications, 4 lettres électroniques qui sont diffusées tous les 15 jours. Les conseils régionaux de l'ordre ont relayé ces informations par mail à tous les pharmaciens de leur région. Ils ont également pris l'initiative, qui avait à un moment échappé aux mailles du filet, de contacter les pharmacies qui avaient des sites de vente en ligne pour retirer de leur site de vente en ligne aussi les produits incriminés. Permettez-moi de réaffirmer ici l'efficacité et le sérieux de la chaîne pharmaceutique. Preuve en est que sur une centaine de sites de répartition inspectés, aucun manquement n'a été constaté dans la filière d'approvisionnement des officines. La filière pharmaceutique s'est immédiatement organisée pour gérer le retrait des produits infantiles et nutritionnels et approvisionner les pharmacies en produits de substitution. Les grossistes répartiteurs ont procédé sans délai au retrait des lots incriminés de leur stock et ont reçu des pharmacies les produits qu'ils ont retirés de leurs officines. Alors, maintenant, la situation des pharmacies inspectées. Malgré toutes ces mesures, s'il vous plaît, Madame la Présidente. Certaines pharmacies ont malheureusement continué à mettre à disposition du public des laits potentiellement contaminés. J'ai exprimé mon indignation et des procédures de sanctions disciplinaires seront prises à l'encontre de ces pharmacies. Je précise qu'à ce jour, je n'ai toujours pas les informations des 44 plus 13 pharmacies incriminées, ni le contenu des procès-verbaux et des fautes qui sont reprochées à ces pharmaciens. Il m'est donc difficile de mettre des actions de correction en place, à part des sanctions disciplinaires, et de renforcer la chaîne de sécurité. À ce titre, je propose 3 mesures. La première, c'est de pérenniser le système d'alerte par les systèmes de logiciels d'information. Et ça, il y a une cellule de travail qui est déjà en route. La deuxième, de renforcer les systèmes de certification et recertification des professionnels de santé pour les encourager à suivre davantage les procédures de qualité qui existent. Et la troisième, et surtout, je préconise la mise en place à la DGCCRF d'un interlocuteur et d'un service qui serait le point de contact pour l'ordre en cas de mesure de rappel pour les produits sanitaires distribués en pharmacie, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ceci afin de sécuriser, du point de vue sanitaire, la chaîne des produits distribués en pharmacie, et ce, pour le bénéfice des Français. Merci beaucoup, Madame la Présidente, de ce rapport rapide, malheureusement, mais néanmoins, j'ai perdu ma feuille. Voilà. Je vais donner la parole maintenant à Monsieur Stéphane Dufort. Il est directeur qualité du groupe Carrefour. Il est accompagné de Monsieur Éric Adam, responsable des affaires publiques, mais vous parlerez, Monsieur, je crois, au nom de Carrefour, mais aussi au nom de la FCD, me semble-t-il. Tout à fait. Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, merci pour votre invitation, effectivement. Je suis Stéphane Dufort, directeur qualité Carrefour, et je viens vous exposer la façon dont Carrefour a géré en interne l'affaire Lactalis, et il a été également convenu que je m'exprime au nom de la FCD, la Fédération du commerce et de la distribution, pour vous proposer les recommandations. Alors, tout d'abord, je commencerai par la première question. Par quels canaux d'information nous avons été prévenus? Nous avons eu 4 vagues d'informations, 4 vagues de messages, et au total, c'est 15 messages dans les 4 vagues. Ça a commencé le samedi 2 décembre. On a été informé par Lactalis, par téléphone et par mail. Le 10 décembre, en revanche, nous avons été informés
par le communiqué de presse de Bercy, puis par Lactalis par la suite. Ensuite, le mercredi 20 décembre, nous avons été informés, puisqu'il y a eu une nouvelle extension, par un nouveau communiqué de presse de Bercy, puis ensuite par Lactalis. Et le samedi 13 décembre, enfin, c'était les derniers messages par Lactalis. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails de l'ensemble des procédures que nous avons en place chez Carrefour. Sachez qu'on a une astreinte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui nous permet de diffuser des messages à l'ensemble des magasins ou éventuellement cibler, si c'est nécessaire, sur certains magasins, sur les retraits, les rappels et éventuellement de déclencher une cellule de crise, ce qui a été d'ailleurs fait sur l'ensemble des week-ends, puisque sur les 4 vagues, il y avait 3 week-ends. Vous nous posez la question sur quels sont les éléments qui expliquent que nous avons rappelé, que les produits rappelés et continuent à être offerts à la consommation. Je pense que c'est la question centrale. Chez Carrefour, la défaillance a été identifiée. Elle provient d'une mauvaise gestion des produits retournés en magasin par nos clients. Au-delà des produits que nous avons retirés de la vente, nous avons eu plus de 9000 produits qui ont été ramenés par les clients. Malheureusement, ça a été corrigé, identifié et corrigé depuis. Malheureusement, un certain nombre de produits ont été remis par mégarde dans le circuit de distribution. C'est la principale cause de la défaillance identifiée. On a 3 facteurs néanmoins aggravants du sujet. De la part de Lactalis, on a eu une information morcelée, je vous disais, 15 messages en tout. On a eu une information également peu transparente. Le vendredi 8 décembre, lorsque l'usine a été fermée, nous n'avons pas été informés. Nous avons été informés par voie de communiqué de presse le dimanche 10. Et puis, sachez que nous avons été livrés également de produits Lactalis après les mesures de rappel. Pour être très précis, le 14 décembre par rapport à des retraits qui ont été demandés le 10 décembre. Maintenant, vous me posez la question de quelle piste d'évolution nous avons et nous préconisons à mettre en œuvre. Alors, sur ce sujet-là, je parle au nom des enseignes de la FCD. Et voici le petit résumé des 5 points qui ont été identifiés par les distributeurs de la FCD. Le premier point, c'est que nous demandons le travail de révision et d'amélioration du guide de gestion des alertes alimentaires. Que cette révision soit immédiatement lancée avec les pouvoirs publics pour pouvoir moderniser et sécuriser les procédures de rappel. Cette demande a été formulée depuis 2 ans par la FCD. Elle est essentielle pour nous, afin de clarifier le rôle des différentes entités, les administrations, les producteurs, les importateurs, les industriels, les distributeurs impliqués dans la gestion des rappels. Qui fait quoi et dans quel ordre? Pour nous, c'est très important. Comment qualifier le niveau de rappel des crises et les conséquences en termes de communication? Une certaine graduation de la crise. Ces améliorations devront également prévoir l'intégration dans ce guide de nouveaux éléments liés au mode d'achat, nouveaux modes d'achat type vente en ligne. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. D'autre part, l'ensemble des acteurs de la distribution alimentaire et notamment le secteur pharmacie et hôpitaux devront être intégrés dans les travaux de révision. Le second point, c'est la création d'un site internet unique national pour la diffusion des rappels et des informations associées. Cette proposition a déjà été relayée par la distribution lors des États généraux de l'alimentation. Troisième point, la formation aux procédures de rappel renouvelées, intensifiées dans nos magasins. C'est déjà quelque chose qui existe depuis longtemps, nous l'avons amplifié. Quatrième point, quand le niveau de risque le justifie, la dépublication des références concernées sur les sites internet, pour qu'elles n'apparaissent plus, pour qu'on ne puisse plus les commander. La mise en place de blocage en caisse, quand le niveau du risque le justifie. Et je me permets de rappeler que le blocage en caisse, à date,
ne fonctionne que pour un rappel sur l'ensemble d'une référence. C'était le cas, ça a été le cas à la fin du sujet Lactalis, pas au début, puisque c'était sur des numéros de lots. Donc ça ne fonctionne pas lorsque c'est sur des lots spécifiques. Les rappels sur un numéro de lot constituent pourtant la quasi-totalité des rappels. Mes collègues s'exprimeront. Pour Carrefour, c'est plus de 3/4 des rappels alimentaires qui sont liés à un numéro de lot. Donc c'est une étude d'ampleur nationale que l'on souhaite être lancée pour envisager le développement d'une solution de blocage en caisse par lot. Et le dernier point, et j'en aurai fini, la mise en place de procédures harmonisées avec l'assistance des opérateurs du système bancaire pour nous permettre d'identifier au plus vite tous les acheteurs des produits concernés et ayant acheté les produits par carte bancaire. Ceci nécessite la levée du secret bancaire par l'administration au regard de l'analyse de chaque crise. Merci. Très bien, le dernier point fera sans doute discussion. Je voudrais passer maintenant la parole à un distributeur qui n'est pas dans la FCD. Donc voilà, donc je passe la parole à Monsieur Sébastien Chollet, directeur général du GALEC, pour donc les établissements Leclerc. Voilà, bonjour Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Je voudrais avant de toute chose réitérer ici et exprimer bien évidemment toutes nos excuses à l'égard de nos clients sur le fait que certains magasins aient poursuivi la vente de produits minimels après le 21 décembre. C'est une crise qui a profondément marqué l'ensemble des adhérents Leclerc et bien évidemment les collaborateurs qui travaillent pour notre enseigne. Je peux vous dire que tout au long de cette crise qui pour nous a débuté le 8 janvier, la mobilisation des équipes a été totale. Je voudrais également rappeler que dès que nous avons eu connaissance au niveau national d'une défaillance en magasin, nous avons mis en œuvre des vérifications allant au-delà des procédures existantes et pris la décision de communiquer largement, dans un premier temps auprès de l'administration et bien évidemment ensuite par voie de presse. Notre enseigne a été la première à déclencher cette démarche, répondant bien évidemment d'abord à une mesure d'alerte et dans un souci de transparence à l'égard de nos clients. Je voudrais dire un mot sur l'organisation du mouvement Leclerc. C'est un groupe coopératif de commerçants indépendants qui exploitent leurs magasins sous enseigne Leclerc, aux moyens de structures autonomes. Ils sont coopérateurs du groupement d'achat Leclerc, qui est la centrale nationale de référencement qui référence donc les produits à marque nationale. Ces produits, une fois référencés, sont approvisionnés par des plateformes logistiques régionales, qui sont des coopératives régionales, qui elles-mêmes approvisionnent les magasins et les drives, c'est-à-dire environ 1300 points de vente en France pour commercialiser auprès des consommateurs finaux. Au sein de notre organisation, nous avons évidemment un système de gestion de la qualité. Ce système est documenté et décrit pour chaque entité, que ce soit au niveau national, le GALEC, les centrales d'approvisionnement régionales ou les points de vente magasins et drive, les rôles et les responsabilités de chacun et notamment dans le cadre des procédures qui nous intéressent, c'est-à-dire retrait-rappel d'une part et gestion de crise d'autre part. Ainsi, de façon très classique, comme je viens de l'entendre, nous avons des procédures de retrait-rappel qui se déclenchent soit à la demande de l'administration, soit à la demande des fournisseurs. Le GALEC déclenche régulièrement ce type de procédure, on en a environ 250 par an, au moyen d'un outil informatique totalement dédié. Nous adressons un ordre de retrait-rappel. Dès lors, chaque responsable qualité des coopératives d'approvisionnement régional et chaque responsable qualité de magasin doit exécuter les opérations qui lui incombent. Ces opérations sont simples, c'est retirer les produits de la vente, isoler les produits et lorsqu'il s'agit d'un rappel, afficher une information auprès du consommateur. Cette procédure de gestion rappel doit être exécutée dans un maximum de 4 heures. Dans le cas spécifique de l'affaire Lactalis, nous avons eu à faire face à 3 rappels, les 2, les 10 et les 21 décembre. À chaque rappel, nous avons mis en œuvre la procédure évoquée. Par notre système d'information, nous avons eu la confirmation de la mise en œuvre de cette procédure par toutes les entités. Je précise que les 2 et 10 décembre, comme ça a été dit par l'enseigne Carrefour, le rappel ne portait que sur certains numéros de lot. Et le 21 décembre, c'est la totalité des produits Millumel, à la fois le lait et les céréales, qui faisaient l'objet d'un rappel. Ce qui, pour l'enseigne Leclerc, représente 1% des cas de retrait-rappel. Et ce sont près de 195 000 produits que nous avons retirés
de nos magasins. S'agissant du déclenchement de la crise et de la procédure de gestion de crise, le vendredi 5 janvier au soir, un magasin de l'enseigne nous informe d'une difficulté avec une cliente qui a pu acheter un produit Millumel. Le dimanche 7 janvier, nous décidons de procéder à des vérifications complémentaires auprès des magasins pour vérifier, pour s'assurer s'il s'agissait ou pas d'un cas isolé. Et c'est le lundi 8 janvier au matin que nous constatons qu'un certain nombre de magasins ont vendu, après le 22 décembre, des produits. Au total, nous recensons 999 produits vendus. Nous installons immédiatement une cellule de crise et nous prenons des mesures. Ces mesures sont les suivantes. D'abord, information de la DGCCRF. Ensuite, un communiqué de presse dans les médias. La demande de blocage des systèmes de caisse pour tous les points de vente, ce qui n'était possible effectivement qu'à partir du 21 décembre, puisque cela concernait un jet-in complet. La création d'un numéro vert pour prendre contact avec nos consommateurs. Et puis le lancement d'opérations d'identification de nos clients, notamment au travers du système bancaire, comme ça a été évoqué précédemment, pour prendre contact avec eux et s'assurer de l'état de santé des enfants. Cette cellule de crise a été maintenue jusqu'au 26 janvier afin de s'assurer que tous les consommateurs identifiés avaient été contactés. Nous avions 750 tickets de caisse à identifier et à la fin de nos opérations, 74 n'avaient pas pu être contactés pour cause de paiement en espèces ou de difficultés d'identification. J'ajouterai d'ailleurs que s'agissant des banques, nous avons pris contact avec toutes les directions des banques qui ont parfaitement opéré pour nous assurer la prise de contact avec nos consommateurs. Je vous engage. En conclusion, Madame la Présidente, et à ce stade, nous tirons un certain nombre de constats et d'actions correctives. Les procédures telles qu'elles existent ont bien été mises en œuvre, à la fois concernant les retraits-rappels et la gestion de crise. L'exécution dans certains magasins a été défaillante. Les principales causes identifiées aujourd'hui sont des défaillances humaines, amplifiées particulièrement, comme ça a été dit plusieurs fois, par la succession des messages de retrait-rappel et aussi par cette période de fin d'année particulièrement chargée dans les commerces. Afin d'identifier toute éventuelle action corrective à mettre en œuvre, nous allons procéder dans les semaines qui viennent à des audits pour identifier les failles opérationnelles en point de vente et sécuriser l'ensemble du dispositif. Pour conclure, j'ajouterai que compte tenu de l'ampleur de cette crise qui dépasse le périmètre de notre enseigne, nous sommes bien évidemment très favorables à la participation à tout groupe de travail sur ce sujet pour éviter que d'autres situations de ce type ne se reproduisent et pour améliorer l'efficacité du système sanitaire en France. Merci beaucoup. Je vais maintenant passer la parole à Madame Caroline Dacier, directrice générale d'Intermarché et de Netto. Madame la Présidente, Monsieur le Président, Monsieur et Madame les sénateurs, bonjour. Tout d'abord, vous l'avez cité, Madame la Présidente, nous avons environ à gérer en moyenne un retrait par jour et un retrait rappel par semaine, et cela depuis de nombreuses années. Face à cela, nous avons, mes confrères et moi-même, des dispositifs relativement robustes qui jusqu'alors n'a pas connu un tel gros dysfonctionnement. Notre processus de rappel-retrait est piloté chez nous par la Direction générale de la qualité. Tous les fournisseurs sont informés chaque année du contact interne qualité-achat. La disposition de nos équipes s'effectue semaine, week-end et jours fériés. Nous avons une centralisation de ces informations sur une seule entité, qui est la direction qualité du groupement. Ensuite, on déclenche des messages qui sont préparés et envoyés par la direction de la qualité à l'ensemble des entrepôts du groupement et des points de vente pour que chaque entité puisse procéder par contrôle visuel au retrait des lots. Venons-en au cas Lactalis. Nous avons été face à une situation inédite
qui a généré beaucoup de complexité par la succession des rappels sur une période d'1 mois. Le 2 décembre, Lactalis nous a transmis une première demande de retrait-rappel concernant 12 lots de produits. En conséquence, nous avons immédiatement mis en place les procédures de retrait-rappel des lots concernés. Le 9 décembre, l'État a publié un arrêt de suspension de l'exportation de la mise en marché des 620 lots de produits fabriqués depuis le 15 février sur l'une des tours de séchage de l'usine de Craon. Le 10 décembre, Lactalis a étendu la demande de retrait-rappel à l'ensemble des 620 lots visés par l'arrêté. Le 13 décembre, Lactalis a ajouté à sa demande de retrait-rappel 5 lots supplémentaires répondant aux critères de l'arrêté. Le 21 décembre, l'ensemble des produits fabriqués dans l'usine depuis le 15 février 2017 ont finalement fait l'objet d'un retrait-rappel. On a évidemment été face à une complexité et une confusion évidente que nous n'avons jamais rencontrée. L'enseignement majeur de cette crise, c'est que la gestion des numéros de lot ne peut être identifiée que par contrôle visuel. L'humain a un rôle évidemment important dans ce dispositif clé. La confusion des multiples rappels nous fait prendre conscience que cette façon de procéder à l'heure du digital n'est plus acceptable et qu'il nous faudra renforcer la gestion et l'identification des lots. Plus précisément, sur la crise Lactalis, nous avons mis en place des dispositions exceptionnelles car l'ampleur du retrait, je vous le rappelle, a concerné plus de 12 millions de boîtes sur le marché français et sans précédent. Nous avons mis en place une plateforme de numéros verts à destination de nos consommateurs. Nous avons rappelé nos consommateurs issus de notre carte de fidélité. Nous avons mis en place une plateforme médicalisée. Nous avons décidé de bloquer l'EAN en caisse et je reviendrai sur ce processus qui n'est pas sans conséquences économiques pour l'ensemble de la filière. Nous avons mis en place aussi un bandeau d'alerte produit qui fait que vous avez l'alerte sur l'ensemble des ordinateurs du groupement et tant que ce message n'a pas été validé comme consulté, l'ordinateur ne se met pas en route. C'est quand même un processus qui fonctionne bien d'habitude. Je voulais souligner positivement la démarche engagée par le gouvernement de pouvoir nous mettre tous autour de la table pour travailler à resserrer les mailles du filet. Car le sujet concerne toute la chaîne, de l'industriel au distributeur. Une des pistes que nous sommes en train de mettre en place est le blocage de l'EAN, mais les équipes de Carrefour le soulignaient, elle n'est pas sans conséquence, puisque aujourd'hui, sur une production totale qui est identifiée par un EAN identique, les numéros de lot à l'intérieur ne peuvent pas être bloqués en caisse. Donc c'est un vrai sujet à l'heure du digital qu'il faut évidemment adresser et qu'on ne peut pas travailler sans l'ensemble des industriels. Nous visons à renforcer la formation de nos équipes parce qu'on voit à quel point l'humain est clé dans ces processus de rappel lorsqu'il n'y a pas de moyens informatiques de bloquer des numéros de lot. Donc nous allons également travailler de manière plus resserrée avec le monde industriel pour savoir comment, entre leurs équipes qui sont sur le terrain et nos équipes qui sont au point de vente, comment on peut aussi pallier à ces difficultés que sont le contrôle visuel de l'humain. Donc la décision que nous avons prise, c'est le blocage de l'EAN qui est le point un peu central. Mais je tenais juste à vous dire qu'il n'est pas sans conséquences économiques. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, on a un retrait-rappel sur des fruits de mer. C'est un seul EAN. Ça concerne 4 industriels, sauf que le numéro de lot ne concerne qu'un industriel. Donc, on sait côté distributeur que la meilleure barrière pour ne pas avoir de risque consommateur, ce serait le blocage EAN. Mais en revanche, il concerne 4 industriels, dont 3 qui ne sont pas concernés par ces numéros de lot. En revanche, nous sommes très conscients qu'à l'heure des nouvelles technologies, il faut, Madame la sénatrice, que nous arrivions à être tous autour de la table parce que la vraie barrière aujourd'hui serait le blocage informatique à mettre en place. Merci Madame la Directrice, vous avez compris que
Probablement, je vous ai coupé la parole, pardon. J'étais plus bienveillante vis-à-vis des rares femmes présentes dans la grande distribution. Pardon, messieurs. Je vais laisser la parole à monsieur Franconi, directeur qualité, santé, sécurité, environnement du groupe Système U, pour finir le tour de table des indépendants. Merci Madame la Présidente. Merci Mesdames, Messieurs les sénateurs de nous donner l'occasion de donner quelques éléments d'explication sur la situation que nous avons vécue sur le mois de décembre. Pour ne pas être redondant avec ce qui a été dit, bien sûr, dans un groupement de distribution tel que le nôtre, nous avons en place des dispositifs techniques autour d'intranet, autour du mail, autour du fax, autour du téléphone, du SMS, pour alerter dans les plus brefs délais nos magasins et leur demander d'agir conformément aux procédures qui ont été mises en place. Bien sûr, quels que soient ces dispositifs techniques, et quel que soit ce que l'on envisagera dans l'avenir en termes de nouveaux dispositifs techniques, à la fin, il y a une action humaine, que ce soit une caissière, un responsable de rayon, il y a quelqu'un qui doit agir pour enlever, retirer, empêcher un produit de passer la ligne de caisse. Donc je ne m'appesantirai pas sur ce sujet-là. La question centrale que je voulais évoquer est celle de la communication. Comme beaucoup l'ont dit, la succession des demandes, élargissement du nombre de lots à retirer et à rappeler, augmentation du nombre de références à retirer et à rappeler, a amené de multiples communications vers le magasin. Ces communications se sont doublées de communications menées aussi bien par Lactalis que par la DGCCRF et que par le ministère de l'Économie et des Finances. Et l'enjeu que nous avons eu pendant toute cette période, ça a été d'essayer de faire qu'en magasin, au plus proche de nos clients, le client ait la même compréhension entre ce qu'il lisait dans nos magasins et ce qu'il entendait à la télévision ou ce qu'il lisait dans la presse. Et je pense que c'est le vrai enjeu de travail collectif que nous devons avoir ensemble. Pour exemple, le matin même de l'intervention de Monsieur le maire, nous avions envoyé une nouvelle affichette en magasin, c'était la 4e affichette, pour remettre des notions de numéro de lot et de date de fabrication. Donc sur une période de 3 semaines, on a envoyé 5 affichages différents, 5 explications. Si vous circulez dans des magasins aujourd'hui, quelles que soient les enseignes, vous voyez bien que, par mesure de précaution, tous les patrons de magasins ont souhaité laisser tous les affichages dans les rayons. Donc vous avez 5 affichages avec des informations pas toujours cohérentes entre elles. Deuxième point, ne pas oublier que l'objectif d'un rappel, c'est faire que le client soit informé. Dans le cas de la crise présente, le niveau médiatique, le niveau d'information médiatique a fait que les clients ont été très rapidement informés et c'est peut-être paradoxal, mais sur nos lignes d'appel spécifiques numéro vert mis en place, à titre personnel, je n'ai eu que 27 appels de clients. Les clients ont parfaitement identifié quelle était la nature de la crise, où se trouvait le problème et ce qu'ils devaient faire. Enfin, point important dans les dispositifs de communication, les sites Internet. Et sur ce point-là, il y a eu immédiatement une information qui a été donnée aux consommateurs. C'est aujourd'hui le premier média de communication. Plusieurs personnes ont souligné le nombre de rappels et alertes qui ont été effectués en moyenne chaque année. Pour Système U, on atteint le nombre de 300 procédures, retrait, alerte, rappel, chaque année. On a certainement un sujet de saturation du dispositif. L'exemple que je vais vous donner est simple. Les dernières 72 heures que nous venons de vivre, un retrait, 4 rappels, sur tous les rappels, extension en cours de route du nombre de lots à retirer ou du nombre de références. Mes équipes en sont à presque 15 ou 16 messages en 72 heures envoyés vers les équipes de magasins pour réaliser des rappels produits. On a une vraie question de saturation du dispositif qui est éprouvé, qui est efficace au jour le jour, mais son utilisation à des niveaux d'importance tels que cela font qu'à un moment donné, on ne peut pas exclure une erreur de manipulation en magasin, un retour dans les rayons de produits qui ont été ramenés aux clients. Voilà, je laisserai la parole aux autres intervenants et je vous remercie encore de nous avoir permis
permis cette expression. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Je vais passer la parole à monsieur Franck Guerrut-Zuber, donc secrétaire général du groupe Auchan Retail. C'est là. Merci Madame la Présidente. Nous allons faire une intervention à deux. Olivier Louis, qui a piloté la gestion de crise dite Lactalis, interviendra Donc juste 2 après. minutes chacun, j'ai bien Oui, compris. tout à fait, tout à fait. Je vais être très rapide. Olivier Louis donc interviendra juste après pour vous dire comment nous avons géré la crise et pour vous dire également il a réuni à la demande de la direction générale il y a une semaine l'ensemble des équipes concernées et nous avons mis au point un certain nombre d'actions supplémentaires que nous allons engager. Nous n'avons pas la prétention de penser que ce que nous imaginons pour nous, pour faire progresser le process face à une situation très particulière. On n'a pas la prétention de penser que ce que nous imaginons pour nous est valable pour tout le monde. Mais voilà, donc on tenait à vous indiquer ceci. Je vous disais que la situation a été particulière, cette crise a été particulière. Elle a été particulière, nos collègues l'ont dit, nous avons eu plusieurs rappels. Une petite précision sur le rappel du 10 décembre. Nous avons en effet appris par la presse qu'il y avait d'autres lots qui étaient soumis à rappel et retrait. Et lorsque nous avons contacté les personnes avec lesquelles nous avons l'habitude de travailler du fournisseur, elles nous ont dit « nous pensions que vous étiez fermés » parce que c'était le week-end. Pour mémoire, nous sommes ouverts tous les samedis et généralement le dimanche aussi. Et quoi qu'il en soit, il y a une ligne téléphonique dédiée. Il y a toujours quelqu'un de joignable pour gérer ce type de situation. Autre élément qui a fait la particularité de cette crise, c'est qu'après le 21 décembre, date de rappel de tous les produits, nous avons eu une livraison de produits incriminés le 29 décembre. Bref, une situation assez particulière qui explique en effet en grande partie, même si ce n'est évidemment pas satisfaisant, que sur 42 000 produits retirés, 52 aient été remis dans le circuit de vente. Qu'est-ce qui explique que 52 produits aient été remis dans les circuits de vente? Comme l'ensemble de mes collègues l'ont dit, c'est avant tout affaire d'exécution non parfaite des clients qui ramènent des produits à l'accueil et des employés qui les remettent en rayon. Donc c'est une affaire d'exécution. C'était le deuxième message que je voulais vous livrer. Attention à la multiplication des procédures. Je veux dire, la gestion de crise dans ces cas-là est avant tout affaire d'exécution humaine. Et enfin, un troisième message avant de passer la parole à Olivier, il faut aussi veiller à la graduation des choses. Il y a des sujets graves, d'autres qui le sont moins. Attention à la multiplication des procédures qui viendraient totalement bloquer le système. Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, dans le prolongement de la réunion qui a réuni les acteurs de la distribution à Bercy auprès des ministres Bruno Le Maire et Stéphane Travert, plusieurs décisions ont été prises immédiatement. D'abord, le blocage de l'encaissement des produits. C'était possible eu égard au fait qu'on pouvait le faire au code EAN, comme ça a été dit par mes collègues. Le système de blocage pour info est mis en œuvre sur l'ensemble du parc de l'entreprise, la totalité des hypermarchés, la totalité des supermarchés intégrés et franchisés. Donc ça a été d'une efficacité réelle. Une solution pour info est en cours de finalisation, par contre pour l'ultra proximité. Par ailleurs, bien sûr, il y a eu un travail de sensibilisation et de rappel des process auprès des équipes accueil sur les retours produits, comme ça avait été demandé. Et ensuite, une mobilisation des dirigeants de tous les points de vente et entrepôts au lendemain de la réunion. Il faut savoir que nous avons demandé à l'ensemble des directeurs des points de vente, des entrepôts, d'avoir photographié à l'appui la situation sur les linéaires, dans les réserves et au sein des entrepôts pour vérifier qu'aucun produit Milumel de la marque Lactalis ne soit encore présent. Et puis je tiens à dire aussi que nous avons pris une position à Auchan, c'est d'être transparent aussi vis-à-vis des médias. Auchan est intervenu dans les matinales France Inter, France Info et Radio Classique et il y a eu 2 reportages sur France 2 le lendemain de la réunion, un pour démontrer l'efficacité du blocage caisse
et un autre sur la gestion du retrait de manière classique dans un magasin. Voilà. Ensuite, on a eu une réunion évidemment à froid avec les représentants de l'ensemble des formats, c'est évoqué par Franck tout à l'heure. Avec première décision, c'est prise en charge par l'audit autour de 7 thématiques, 7 dossiers, notamment les outils, la gestion des DIRCA, bref, de refaire un point précis sur ces différents sujets. Mais une deuxième décision, nous allons faire appel à une agence extérieure spécialisée dans la gestion de ce type de crise sanitaire pour revoir l'ensemble de nos process internes. Par ailleurs, l'outil DIRCA, messagerie dédiée en interne, sera généralisé sur la totalité des formats et des entrepôts à compter du 1er mars. Également, nous avons pris la décision de renforcer le plan d'inspection pour les supermarchés et la proximité, notamment vis-à-vis de nos franchisés qui bien évidemment sont plus indépendants que nos points de vente intégrés, et donc ce sera renforcé. Et nous travaillons par ailleurs sur un blocage de l'OAN sur les commandes et les flux logistiques pour éviter toute livraison des magasins issus des entrepôts. Concernant les évolutions externes, on partage bien évidemment les préconisations qui ont été faites rapidement, qui ont été faites par la FCD. Je voudrais juste insister sur 2 points. Eu égard au nombre de rappels importants, pour nous, il est majeur de redonner une véritable dimension aux procédures de rappel en commençant par une analyse de risque réelle afin de hiérarchiser. Il nous faut absolument hiérarchiser entre les différents rappels. Par ailleurs, l'organisation de l'alerte est basée sur un téléphone de permanence que tous les industriels ont. Et c'est ce téléphone qui déclenche les mesures d'urgence. Cela permet d'échanger avec le fournisseur et nous souhaitons garder système permettant à 2 personnes responsables de pouvoir échanger de façon opérationnelle. Cet échange est primordial. On peut avoir l'ensemble des outils informatiques, mais cet échange entre le fournisseur et le distributeur est absolument majeur. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais passer la parole désormais, alors attendez, je suis perdue, à Monsieur Gérard Pachou, directeur général de Provera France. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, merci de nous donner l'occasion de nous exprimer sur cette crise qui nous a beaucoup préoccupés dans la période de décembre et de janvier. Les procédures de retrait-rappel, moi je voudrais quand même rappeler, comme l'ont fait certains collègues, elles sont quelque part très nombreuses, puisque en 2017, nous avons eu 333 alertes dans notre enseigne, qui ont donné lieu à 220 retraits et à 70 rappels chez les consommateurs. Donc les messages sont diffusés via un outil interne, tout comme nos collègues, et cette hotline fonctionne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc nous sommes en lien avec les industriels et dès que nous avons les alertes, elles sont traitées 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour être redescendues dans les magasins. Ensuite, dans les magasins, il y a différents traitements qui sont faits. Les magasins sont informés. Ils sont relancés 24 heures après les messages de rappel et toutes les 2 heures tant qu'ils n'ont pas saisi les quantités qu'ils ont retirées de leur rayon ou de leur réserve. Concernant le dossier Lactalis en particulier, il y a bien eu 4 vagues de rappels qui ont donné lieu à 5 messages, puisqu'il y a même eu un message qui concernait un correctif sur des numéros de lot qui n'étaient pas les bons. Donc les 4 vagues se sont succédées entre le 2 décembre et le 13 janvier. À noter que la deuxième vague de rappel le 10 décembre est arrivée après que les médias en aient fait état. Donc ça, c'est quand même un peu dommage. Ce que je voulais dire, c'est que globalement, ces rappels ont concerné plus de 170 000 produits livrés dans nos enseignes et plus de 12 000 UVC ont été retirés, alors que nous avons eu 67 ventes réalisées entre le 22 décembre et le 10 janvier. À noter que le 22 décembre, nous devions retirer tous les lots produits à partir du 15 février. Donc nous, on parle aussi, alors on pense qu'il y a pu avoir effectivement des loupés dans certains magasins avec des produits qui peuvent être déplacés dans le magasin et être mis par inadvertance dans le linéaire par des employés qui ne sont pas forcément du secteur concerné. Il y a pu aussi avoir quelques soucis, comme l'ont eu des collègues, sur des retours magasins. Mais il y a pu aussi avoir des ventes de produits livrés ou fabriqués avant le 15 février qui ont pu être faites entre le 21 décembre et le 10 janvier. Donc on parle là de ventes suspectes
ne peut pas encore affirmer que tous les produits vendus entre le 21 décembre et le 10 janvier étaient des produits qui devaient être retirés, puisque ce sont des produits qui ont, selon les références, entre 1 an et 3 ans de durée de vie. Nous avons eu également, pendant la période du 21 décembre au 10 janvier, un certain nombre de contrôles d'administration sur un quart de nos magasins, qui n'ont donné lieu à aucune remarque, aucun dysfonctionnement, aucune anomalie constatée, alors même que sur le quart de ces magasins, un tiers a eu des ventes suspectes pendant la période. Donc c'est ce qui nous a aussi un petit peu étonnés. Voilà ce que je voulais dire de particulier. Concernant évidemment les mesures, on partage celles qui ont été faites puisque nous sommes aussi adhérents à l'FCD et donc nos équipes qualité ont travaillé avec les équipes des confrères pour bâtir des plans d'action qui soient encore plus efficaces. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Et enfin, la parole est à monsieur Rissac, Claude Rissac, directeur des relations extérieures du groupe Casino. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices et Messieurs les sénateurs. Bon, merci de ce temps d'échange qui va nous permettre de faire évoluer et progresser les pratiques pour la sécurité, une sécurité accrue des consommateurs. Je vais essayer de répondre à vos questions en étant rapide parce que je risque d'être répétitif par rapport à ce qui a été dit par mes collègues. Et pour répondre à vos 3 questions très précises, notre direction qualité a été prévenue par des appels puis des mails de la société Lactalis. Comme pour les autres enseignes, le 2 décembre, une information qui concernait le retrait-rappel de 12 lots. Le 10 décembre, une deuxième information qui concernait cette fois 625 lots. Le 21 décembre, c'est l'ensemble des références sorties de l'usine de Craon qui étaient interdites à la vente sous l'injonction des ministères concernés. Mais entre-temps, et je reprends ce qu'a dit Carrefour, il y a eu au moins une quinzaine de communications téléphoniques, par mail, etc., plus ou moins contradictoires entre notre fournisseur et nos enseignes. Il s'agit donc des dates principales. Le texte des affichettes, comme ça a été dit également, a varié plusieurs fois. Alors comme nous avons, comme tout le monde, une procédure interne, Casino et Monoprix ont un système d'alerte pour les retraits-rappels grâce à un portail web magasin qui est consulté quotidiennement par les responsables des sites et les magasins Franprix, c'est par voie de mail. Alors, bien sûr, procédure de retrait-rappel, c'est classique, retrait des lots, manuel, pose d'affichettes bien visibles par les clients, confirmation des lots retirés au niveau de l'enseigne, Internet, enfin tous les moyens d'information possibles, et bien entendu, l'information de retrait parallèlement effectuée dans nos entrepôts. Alors, compte tenu des conséquences pour la santé des nourrissons, nous avons assorti cette procédure habituelle d'un blocage en caisse des références concernées pour lesquelles il a fallu paramétrer nos caisses. Ce qui a été entrepris le 21 décembre était réalisé à 80% des sites le 28 décembre et courant janvier, c'était 100% des sites. Je signale que nous avons été, je crois, la première enseigne à mettre un tel dispositif en œuvre à l'occasion de cette procédure. Alors, comme toutes les enseignes, les chiffres autour de 300 ont été rappelés. Eh bien, pour nous, c'est la même chose. On procède tous les ans à de nombreux retraits et à de nombreux retraits-rappels pour des motifs divers qui, heureusement, ne portent pas toujours ou que très rarement un danger grave pour la santé humaine. Alors, notre procédure est robuste, du moins nous le pensions, mais force est de constater qu'elle était dans une période d'intense activité du personnel des magasins à la fin de l'année, déstabilisée par une série de facteurs tout à fait inhabituels. D'abord, la communication erratique de notre fournisseur qui a multiplié les messages et les consignes peu claires, alors que la multiplicité des points de vente conjuguée à l'importance du facteur humain dans notre métier, dans l'exécution des retraits, ça exige une communication succincte, simple et claire. Et j'attire votre attention sur le fait que sur le nombre de retraits que je vous indiquais, environ 300, celui du lait infantile Lactalis est le seul en 2017 qui ait fait l'objet de demandes successives, générant donc une confusion et mécaniquement multipliant les risques d'erreur. Donc nous ne savons pas si la société Lactalis a mis en œuvre ce mode opératoire de son propre chef ou avec l'aval des autorités de contrôle, et ça, il ne nous appartient pas d'explorer ce point, mais il vous sera sans doute nécessaire de l'éclaircir
afin de tirer pour l'avenir ensemble des leçons qui s'imposent pour progresser. Afin d'améliorer et sécuriser nos process de retrait-rappel, c'était votre dernière question, je renvoie en tant que membre du bureau de la FCD à ce qui a été dit par mon collègue de Carrefour, qui a été étudié ensemble. Casino a particulièrement insisté sur l'élaboration de l'intégration du lot au code EN, qui est le code de la référence, qui est scanné au passage en caisse. Donc ça rendra plus précis, plus efficiente la procédure de blocage en caisse. Ça nécessite, j'en préviens tout de suite les parlementaires, un temps d'étude et de mise au point assez important, ainsi que des investissements également importants, mais qu'il conviendra de faire compte tenu des enjeux de santé publique. Je vous remercie de votre attention. Voilà, je pense que je n'ai oublié aucun groupe. Je vous remercie de ces interventions qui ont à peu près respecté la règle des 4 minutes. Je vais donc passer la parole maintenant à mes collègues qui seront plus serrés que vous, puisque je leur laisserai 2 minutes pour leur propre intervention et questions, comme d'accoutumé dans la Commission des affaires économiques. Je passe la parole à Martial Bourquin, puis à Dominique Estrosi-Sassone. Merci Madame la Présidente. Plusieurs questions. Les interventions qui se sont succédées ont fait état d'anomalies du dispositif de sécurité. Le ministre a dit dysfonctionnement inacceptable. Surtout, on a examiné les défaillances de l'entreprise, c'était une autre réunion. Maintenant, on examine les défaillances de la chaîne de distribution. 30 grandes surfaces ont continué à vendre des produits qui n'étaient plus vendables. 44 pharmacies, 12 hôpitaux, 2 crèches, 3 grossistes. Comment cela est-il possible? Comment cela est-il possible? Parce qu'il s'agit de la sécurité alimentaire des Français, mais surtout, en plus, il s'agit de nourrissons et de la vulnérabilité extrême de ces nourrissons. On nous a donné tout à l'heure quelques pistes pour travailler. Elles sont toutes intéressantes, mais avant tout, une mobilisation lorsqu'il y a risque sur la santé des Français. Une mobilisation aussi importante que lorsqu'il y a une campagne commerciale. Il ne devrait pas y avoir une seule pharmacie, une seule grande surface qui continue à vendre alors qu'on ne parle que de ça à la télévision, qu'on ne parle que de ça et qu'il y avait des affichettes. C'est inacceptable. C'est profondément inacceptable parce que les Français se sentent floués et ne se sentent plus en sécurité. Il y a aussi le rôle de la DGCCRF. Madame, vous l'avez abordé. Les emplois dans la DGCCRF supprimés chaque année, ça suffit. Martial, tu as une question? Absolument. Je finis en disant que nous avons besoin d'une sécurité renouvelée. Les pistes qui nous sont données sont intéressantes, mais surtout, mesdames et messieurs, une mobilisation pour les Français. Il ne faut pas simplement vendre, il faut aussi, lorsque leur sécurité alimentaire est en danger, eh bien, que vous mobilisiez de la même façon que pour des campagnes publicitaires. Merci. Je vais donc passer, avant de passer la parole à Dominique Estrosi, la passer à Michel Forissier. Michel Forissier. Pardon. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les représentants des différents réseaux de distribution, pour moi, je voudrais mettre en évidence, dans le prolongement de l'intervention de mon collègue, l'obligation de résultat. Parce que je ne crois pas du tout à une politique normative ou à une nouvelle loi qui réglerait ce type de problème. Mais quand on distribue un produit, quand on le vend aux consommateurs, on a l'obligation, quand il s'agit d'un produit alimentaire et surtout quand il s'adresse à des publics les plus fragiles, d'avoir un produit de qualité et bien entendu qui n'ait subi aucune contamination. Donc je crois tout au long de la chaîne qu'il y a eu quelques imperfections, c'est le moins qu'on puisse dire, et je pense que c'est sans doute, il faudrait considérer dans vos différents réseaux et à vos différents niveaux de responsabilité, qu'il y a un investissement à faire dans ce domaine pour prévenir les gestions de crise, au même titre qu'on le fait pour la
communication et la publicité et la vente. Et je crois que, compte tenu de la transparence que vous avez émise dans vos propos, on a aussi cette obligation de transparence qui est importante. Et puis, bien entendu, vous avez maintenant l'obligation de présenter un plan de gestion de crise prévisionnel. Et je crois que cela, ça fait un peu défaut dans l'ensemble des réseaux. Merci Michel. Je passe donc la parole à Dominique Estrosi-Sassone. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. Je voudrais avoir quelques précisions sur des pistes d'évolution et plus particulièrement, vous avez parlé de renforcer, d'intensifier la formation aux procédures de rappel. Comment concrètement vous allez vous y prendre pour renforcer ces formations en interne? Est-ce que ça va concerner toutes les équipes ou plus particulièrement les chefs de magasins qui ensuite devront développer ces mesures de précaution, d'inspection auprès de leurs équipes? Et comment c'est ressenti par les équipes face à cette situation de crise et face à ce que demain vous allez pouvoir mettre en termes de renforcement de ces procédures de formation de rappel? Vous avez parlé du système électronique systématique. Alors, j'ai bien compris qu'il y a des obstacles aujourd'hui techniques, puisque vous dites qu'il est efficient sur une référence, mais pas sur un lot de produits spécifiques. Le ministre de l'économie a néanmoins mis en avant ce système comme étant pour lui le plus efficace possible et le plus sûr possible. Est-ce que déjà ce système est présent, est opérant dans la plupart des magasins de toutes les marques ici représentées, ou est-ce que c'est en train de se développer? Et est-ce que le contrôle électronique est central aujourd'hui? Est-ce qu'il est préprogrammé par une direction nationale, ou est-ce que le magasin reçoit les références transmises? Est-ce que c'est lui-même qui doit les entrer directement, et une fois que le directeur de magasin a reçu et a été alerté sur le rappel de produits? Merci, Madame Jasmin. Bonjour à tous, merci Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs. Alors, j'ai bien compris que des mesures correctives ont été évoquées par les différents intervenants. Il s'agit maintenant de voir tout ce qui serait possible de faire en termes de procédure a priori. J'ai entendu parmi les différentes interventions qu'il y a des propositions à partir des données bancaires. Alors ça exclut toutes les personnes qui achèteraient en espèces, alors qu'il y a des personnes qui font des achats en espèces. Ça, c'est la première remarque. Alors, pour ce type de produit, en fait, c'est une suggestion. J'aurais souhaité que soient intégrés les identifiants des produits, les numéros de lot, les codes barres, le prix, parce qu'on fait varier le prix quand il y a des soldes ou quand il y a des promotions. Donc, on peut intégrer et paramétrer justement, à partir de ce que nous avons constaté, les numéros de lot, les dates limites de consommation, mais les dates de fabrication, et qui pourraient être évidemment avec les références, autant d'éléments qui permettraient, de critères qui permettraient de limiter la vente et de neutraliser à tout moment les ventes et surtout d'identifier les produits quand ils sont en stock. Donc j'ai entendu qu'il fallait que ce soit visuel. Je pense qu'on peut le faire, même dans les magasins de meubles, ils peuvent regarder quand on achète, eh bien on identifie un produit, eh bien on peut nous dire s'il est en stock, quelles sont les références et tout. Donc pour les problématiques concernant la traçabilité, alors j'aurais souhaité également qu'à partir de maintenant, tel que ça a été décrit pour les pharmacies, dans les officines, mais aussi en milieu hospitalier, que dans la grande distribution, qu'il y ait la possibilité d'identifier différemment les acheteurs. Voilà, merci. Merci beaucoup. La parole est à Alain Châtillon. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Président. Bon, un avis d'industriel, puisque j'ai dirigé des entreprises agroalimentaires dans 11 pays européens avec 11 usines. Premièrement, je félicite la distribution pharmaceutique ou de la grande distribution d'avoir répondu présents tous à cette réunion. Je crois que c'est à souligner. Le deuxième point, c'est le lien effectif qu'il doit y avoir entre les agences, qu'elles soient pharmaceutiques, agences du médicament, mais aussi, bien sûr, les agences qui contrôlent la DGCCRF, avec la distribution. Le troisième point, c'est vous soulignez quelque chose qui n'est jamais souligné. La pollution, elle vient de quoi? Elle vient d'un ingrédient, d'un produit intégré, ou elle vient de la propreté de l'usine ou des matériels. Or, depuis
20 ans, par tous les moyens, on veut diminuer la puissance de ces produits. Donc il faudra bien qu'on se pose les bonnes questions et le bon moment. Le deuxième point, c'est ces ingrédients, ils viennent d'où? Ils ne viennent pas que de la France, ils viennent aussi de l'étranger. Comment se fait-il qu'on ne contrôle pas beaucoup plus les produits étrangers qui arrivent dans tous les ports français aujourd'hui et qui n'ont absolument pas les mêmes normes que les nôtres? Et enfin, le troisième point, n'oubliez pas que depuis 45 ans, puisque sur tous ces problèmes, on parle de produits, notamment du tube digestif et de l'absorption. N'oublions pas que l'augmentation par 10 des antibiotiques fait que nos organismes sont de plus en plus sensibles. Alors, je crois que autant il faut considérer les problèmes que nous voyons aujourd'hui, autant peut-être qu'il faudra se poser les bonnes questions. Et notamment que peut-être les médecins, ce n'est pas une critique, c'est un constat. Pour avoir travaillé dans la nutrition, eh bien, aujourd'hui, on travaille essentiellement avec des vétérinaires, parce qu'ils font 8 heures de nutrition par semaine et pendant 9 ans, car les médecins font 2 heures par semaine les 2 dernières années. Et quand... non mais je dis ça parce qu'en fait, le vrai problème, il est là. Hein. Il est qu'aujourd'hui, sur sûrement 30% des produits vendus en pharmacie, il devrait y avoir des produits de nutrition qui pourraient se substituer à la plupart de ces produits-là. Et ça permettrait au tube digestif d'être plus réactif. Merci de votre écoute. Merci. Merci Alain. Merci. Finalement, les Alains font des propositions intéressantes. Monsieur Arnel. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les responsables de la grande distribution, mes chers collègues. La défaillance d'information a été pointée du doigt sur le territoire de la France hexagonale. Ma question simple, précise et orientée. Vous avez tous des succursales en Outre-mer, dans les Outre-mer. Comment s'effectue ou comment s'est effectuée l'alerte Outre-mer? Quels sont vos délais de réaction et est-ce que vous avez des retours sur le retrait des produits dans vos succursales? Cette question vaut également autant pour la grande distribution que pour les officines, les grossistes et les hôpitaux. Merci. Merci de la concision de votre question. La parole est à Robert Navarro. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs. Moi je suis effaré par ce que j'ai entendu, je suis désolé de vous le dire Mesdames et Messieurs. Dans ce problème-là, il y a d'abord une grande responsabilité de Lactalis, c'est évident. Mais vous tous, distributeurs, venir nous expliquer que c'est la faute aux clients, que c'est la faute aux employés et que quelque part il y a trop de problèmes, je ne comprends pas ces réponses-là. Il s'agit de la vie d'enfants, de produits dont vous êtes responsable. Et un capitaine sur un bateau, c'est lui le responsable, ce n'est pas l'employé. Il faut prévenir ces choses-là. Et pour que les scandales ne se reproduisent pas, il faut, je crois, que vous nous expliquiez quels sont les moyens humains et financiers que vous allez mettre sur la table pour que ça ne se produise pas. Qu'il y ait des pharmacies qui vendent des produits alors qu'ils sachent qu'ils sont dangereux pour les enfants, ça, c'est inacceptable. Donc j'espère, Madame la Présidente, que vous prendrez les sanctions qu'il se doit. Madame Schillinger va peut-être poser une question, elle. Voilà. Moi, j'irais plutôt dans le sens européen et peut-être mondial. Vous avez certainement des succursales un peu partout en Europe et dans le monde. Est-ce que vous avez eu un retour à ce niveau-là? Est-ce que vous avez rapatrié ces produits-là? Comment est-ce que vous travaillez à l'étranger? Et en parallèle, je sais que beaucoup d'enseignes font des dons à des associations caritatives ou même à des ventes dans comment ça s'appelle, dans les communes, des relais, des CCAS. Comment est-ce que vous avez travaillé avec toutes ces structures-là? Merci. Merci beaucoup. La parole est à Laurent Duplon. La Présidente, Monsieur le Président, moi je suis effaré par tout ce que j'ai entendu et je me dis, il faut s'appliquer à soi-même ce qu'on applique aux autres. Et quand on se dit ça, je suis étonné, moi, d'avoir 14 interlocuteurs pour parler du problème de la distribution française. Puisqu'il faut savoir qu'en France,
88,5% des achats de produits sont faits par 4 centrales d'achat qui, elles, appliquent, et par l'intermédiaire de ces marques, des principes d'achat qui sont extrêmement particuliers en termes de pratique, en termes de demande, en termes de respect vis-à-vis des fournisseurs. Alors je me dis, s'appliquer à soi-même ce qu'on demande aux autres, ça aurait dû être votre cas, à toutes ces marques. Puisqu'à chaque fois vous différenciez une marque, une entreprise, parce qu'elle faillit sur un élément, et vous ne vous posez pas la question de savoir comment vous pouvez ne pas faillir. J'ai plusieurs questions par rapport à cela. Le groupe Leclerc nous dit 999 produits vendus en dehors du retrait. C'est combien de magasins? Parce que ça, on sait que c'est 30, la DGCCRF nous dit que c'est 30, la DGCCRF nous disait c'est 14 pharmacies, on apprend aujourd'hui c'est 14 plus 13. Donc combien il y a eu de magasins qui ont vendu ces produits après retrait? Et puis, il y a une chose aussi que j'arrive difficilement à comprendre. Comment on peut expliquer que c'est des produits qui ont été ramenés par des consommateurs qui, après avoir vu à la télé qu'il y avait un retrait sur ces produits, ils les ramènent à la grande surface le remet dans les rayons? Enfin, attendez, vous avez une pratique avec vos salariés qui fait que vous les filmez pour savoir s'ils volent dans les rayons, et vous allez nous dire qu'il y a des salariés qui peuvent aller remettre dans les rayons des produits qui sont ramenés par le consommateur. Enfin, je me pose vraiment des questions sur ces choses-là. Moi qui connais bien le domaine agroalimentaire, je pense qu'aujourd'hui, la grande distribution en France a une capacité de pouvoir faire les choses qui peuvent être parfois en dehors de certaines règles. On l'a vu sur les pratiques commerciales et sur la capacité que vous avez à faire peser sur les fournisseurs les négociations commerciales. Et après avoir signé la charte sur les états généraux, on a vu à la fin de l'année encore des pratiques pires. Et je pense que là-dessus, il y a beaucoup de questions à se poser, et on a une très grosse question à se poser sur la distribution en France des produits. Merci Laurent. Mesure. Merci Laurent. Monsieur Jomier a la parole. Merci Monsieur le Président, Madame la Présidente, chers collègues, Mesdames et Messieurs. D'abord, je voudrais rappeler que moi, ce qui m'anime dans cette affaire-là, c'est pas cette affaire précisément, parce qu'il faut rappeler quand même que les conséquences ont été faibles. Heureusement, la souche n'était pas très dangereuse, et donc ça tombe bien d'ailleurs parce que ça permet de se dire, de constater ce qui ne fonctionne pas, et dans l'hypothèse d'un événement avec une souche qui là serait dangereuse et poserait de très graves problèmes de santé publique avec décès potentiels de nourrissons. Donc c'était pour rappeler ce contexte-là. La deuxième chose, c'est que la défaillance, elle est quand même généralisée. Vous dites tous qu'il y a eu défaillance, donc elle est très partagée. À partir de là, j'ai deux questions à poser. Une à la présidente du Conseil de l'Ordre des pharmaciens. Vous nous avez expliqué, en gros, qu'un pharmacien ne pouvait pas avoir échappé à l'information. Et donc, de votre avis, pourquoi ces produits sont-ils restés en vente? S'agissant de professionnels de santé, s'agit-il d'attitudes dilettantes? Est-ce qu'il y a trop d'informations? Est-ce qu'il y a surcharge? Est-ce que c'est uniquement des facteurs humains et des facteurs répréhensibles? J'aimerais avoir votre éclairage et votre avis sur ce point-là. Et deuxièmement, en direction de la grande distribution, et je rejoins mon collègue, il y a, outre vos process que vous avez mis en place, c'est fait, vous êtes deux groupes à avoir signalé qu'effectivement, des produits défectueux ramenés ont été remis en rayon. On imagine donc que ce n'est pas spécifique à ces produits-là, donc que c'est une pratique qui n'est pas totalement isolée, mais une pratique qui est, je ne sais pas s'il faut dire fréquente, courante, en tout cas pas anecdotique. Est-ce que vous n'avez pas un problème de culture d'entreprise et de responsabilité? Puisque ça a été partagé, puisqu'il y a un facteur, vous avez également souligné un facteur humain, est-ce que ça ne ramène pas aussi aux valeurs de vos entreprises, à ce que vous partagez avec vos collaborateurs et vos salariés, à ce que vous leur demandez de faire? Quelle est votre culture d'entreprise? Est-ce que vous ne devez pas travailler sur cette question-là? Merci beaucoup. La parole est à Daniel Grémillet. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, chers collègues. D'abord, une question. Vous avez beaucoup, pour certains, évoqué des livraisons après décision de retrait. Ma question, c'est de savoir si c'est des livraisons de l'entreprise ou si c'est des livraisons de plateforme à vos magasins, de manière à bien être clair entre nous. Deuxième question,
concernant les rappels et les alertes. Au jour d'aujourd'hui, effectivement, et vous l'avez très bien résumé, il y a des procédures d'alerte et de retrait dans les magasins et en France qui marchent globalement pas mal. Je dis bien globalement, malgré qu'on a vu qu'il y a un certain nombre de failles. Ma question, c'est de savoir, est-ce que le niveau de retrait et d'alerte est identique entre un retrait pour aspect, qui n'a pas de conséquences sanitaires, ou un retrait pour, effectivement, un danger pour la santé. Autre question, traçabilité, et vous allez dit, on va travailler sur un système de traçabilité. Ma question est simple, elle a été déjà évoquée par des collègues, mais je voudrais la préciser. Est-ce que vous aurez la même exigence de sécurité et de traçabilité pour les produits que vous allez vendre dans vos rayons, qui proviendront de l'Union européenne et qui proviendront d'autres pays sur les procédures entre le fabricant, donc ça veut dire est-ce qu'il y aura une normalisation internationale pour que ça puisse fonctionner. Et dernier point, qui est quand même un point aussi important, vous avez évoqué le problème de l'information du consommateur, donc du client final, et effectivement d'avoir recours pour ceux qui ont payé avec une carte bancaire à la discussion avec les banquiers sur l'information, la connaissance du client. Et effectivement, là, c'est un sujet et je souhaiterais vous entendre, savoir si vous avez d'autres possibilités numériques que celles uniquement ayant recours avec le code bancaire. Merci, M. Grémillet. Madame Berthet a la parole maintenant. Oui, merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, chers collègues, Mesdames, Messieurs, j'aimerais revenir sur les certifications qualité. Vous avez parlé des circuits d'information qui, on l'a vu, sont à améliorer, quoi qu'il en soit, sauf pour la pharmacie d'officine, puisque là, on a un circuit qui est très efficace, bloquant. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est où vous en êtes par rapport aux certifications qualité, aux procédures qualité, pas dans votre chaîne de distribution, mais au sein de chaque magasin, puisque vous avez souligné que certains lots retirés avaient potentiellement pu être remis en rayon, donc qu'il s'agissait plus souvent d'erreurs humaines. On l'a vu également pour les 44 officines sur les 23 000 officines. C'est peu, mais ça ne devrait pas être. Donc, où en êtes-vous de vos certifications qualité? Comment êtes-vous organisé par rapport à cela au sein de chaque magasin? Merci. La parole est à Michel Raison. Merci, Madame la Présidente. Je ne voudrais pas poser une question technique, mais plus philosophique. On aurait pu titrer l'ordre du jour aujourd'hui, le zéro défaut est-il possible? Donc, on est en train de démontrer que par cette crise, qu'il n'a pas été possible. Mais à chaque crise, on essaie pour la fois suivante de s'approcher de ce zéro défaut. Mais hélas, l'erreur humaine, que ce soit dans un hôpital, que ce soit sur la route, lorsque le conducteur conduit, même si ce n'est pas un délinquant parfois, eh bien l'erreur humaine peut provoquer, et là, ça a été dit, la souche était suffisamment pas dangereuse pour qu'il n'y ait pas eu de conséquences de mortalité, mais je considère quand même que même si après cette crise, les efforts vont être faits là-dessus, j'ai aucune confiance dans la grande distribution sur, en effet, les relations commerciales, mais pas sur le côté sanitaire, quand même. Et je pense qu'on va s'approcher, après, encore un peu plus du zéro défaut, mais qu'hélas, il y aura encore des crises de ce genre, et que d'ailleurs, plus, comme l'a dit mon collègue Chatillon, plus on éliminera les produits différents de traitement, que ce soit depuis la production jusqu'à la distribution, plus il y aura de risques. Ça, c'est évident. Et donc, ce que je souhaiterais savoir, parce que je finirai quand même par une question, c'est le nombre d'accidents sanitaires graves qu'a vécu notre pays. On n'aura peut-être pas la réponse aujourd'hui, depuis 20 ans, et en faire une courbe. Et parce que justement, on est arrivé à quasiment au zéro défaut, on accepte encore moins qu'il puisse y en avoir un. Et c'est ça ma question, plus philosophique, mais également un peu technique. Merci. Avant de passer la parole à M. Hainaut, permettez-moi de rebondir sur ce que vient de dire Michel Raison, pour vous rappeler quand même, et à la suite aussi de M. Jomier, que cette soi-disant crise sanitaire n'a pas entraîné de problèmes majeurs de santé, mais que par contre on peut éviter certaines crises sanitaires en vaccinant et qu'on ne le fait pas, puisqu'on a eu un mort par rougeole cette semaine. Donc la parole maintenant est à M. Hainaut.
Oui, moi je veux saluer cet exercice de transparence. La gestion de crise, c'est par nature complexe, ce sont des procédures, mais c'est aussi un art d'exécution. Et d'ailleurs, Franck Guéret-Hubert, je crois, tout à l'heure a évoqué cet art d'exécution. Et s'il y a eu défaillance dans cet art d'exécution, et notamment la remise en rayon, qui est tout de même choquante, c'est peut-être parce que il y a un problème de banalisation de ce genre de crise, ou peut-être parce que il y a une remise en cause nécessaire de la culture d'entreprise. Alors ma question, elle est toute simple, par rapport à cet art d'exécution et par rapport à cette évolution nécessaire de vos cultures d'entreprise, quel plan de formation ou quels axes avez-vous déjà engagés? Merci beaucoup. La parole est à Madame Evelyne Renaud-Garabédia. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, ma question, elle porte sur un problème de communication. Tout le monde sait qu'une procédure de rappel est efficace quand elle est faite rapidement, surtout quand elle concerne une grande partie de la population. Donc ma question, elle se pose de la manière suivante. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une communication et un accord entre les chaînes de télévision et les chaînes de distribution pour qu'il y ait, comme malheureusement quand il y a un enfant qui est disparu, des flashs d'informations quand la procédure de rappel est très importante, mais des flashs d'informations qui sont toutes les demi-heures et où la ménagère, à la maison, quand elle travaille et qu'elle regarde la télévision ou la radio, elle entend l'information. Donc ma question posée sur cette communication. Question récurrente dans toutes les auditions. Question récurrente dans toutes les auditions que l'efficacité de la communication. Et nous finissons, sauf erreur de ma part, par Joël Labbé. Petit festival. Oui, merci Madame la Présidente. Chers collègues, moi j'irai aussi sur le côté philosophique et le fait de tirer les leçons par rapport à ce type de crise qu'on a connu par le passé, qu'on connaîtra encore du fait de la massification des produits chez vous dans le monde agro-industriel. On ne parle plus de viande, on parle de minerais. J'ai vu qu'on mélangeait maintenant des viandes qui viennent de Nouvelle-Zélande, c'est pas pour la France, mais de Nouvelle-Zélande, avec des viandes d'Amérique du Sud pour faire les McDo qui soient en bon conditionnement nord-américain. On est dans cette logique-là. Moi, l'interpellation auprès de la grande distribution, parce que c'est le procès d'un système quelque part, est-ce que vous êtes conscient de la participation à l'immense mal-être pour lequel vous avez contribué auprès du monde agricole, auprès de nos paysans, chez nous, mais aussi des paysans d'ailleurs. Je vous remercie. Je rappelle qu'on n'est pas au tribunal et que nous sommes là pour parler de l'affaire Lactalis et de comment sécuriser les procédures. Voilà, donc je vous remercie tous pour les questions. Y a-t-il d'autres questions que je n'aurais pas vues ou que nous n'aurions pas vues avec mon collègue ? Non, donc je vous propose de laisser d'abord M. Dufort répondre peut-être au nom de la FCD, parce que je pense que vous n'allez pas tous répondre aux questions. Je passerai ensuite la parole peut-être à Leclerc et Intermarché qui ne font pas partie de la FCD. Et ensuite, si d'autres distributeurs souhaitent compléter, et à la pharmacie, pardon, à l'ordre des pharmaciens, pardon madame, pour répondre. Merci, monsieur. Merci Madame la Présidente. Je tenais d'abord merci pour vos questions. Je tenais à rappeler que la sécurité alimentaire dans la grande distribution, c'est une priorité absolue. Vous avez parlé tout à l'heure du zéro défaut. On fait tout et on fera tout pour se rapprocher du zéro défaut. J'ai noté ensuite un point sur le niveau de transparence. Alors le niveau de transparence, je pense qu'il aurait été amélioré dans l'ensemble de la chaîne d'information si la communication de Lactalis avait été plus claire, moins dispersée. J'ai noté ensuite une question sur la défaillance. Anomalie, dysfonctionnement, défaillance, acceptable, inacceptable. Pour Carrefour, je me suis exprimé tout à l'heure, on a eu effectivement des retours
de clients, de produits par les clients, et malencontreusement, effectivement, quelques produits ont échappé à notre vigilance. On reparlait du zéro défaut, eh ben, c'est sur ce point-là principalement que nous allons travailler pour évidemment éviter que ça se reproduise. La banalisation des retraits. En 2017, Carrefour a reçu plus de 1000 demandes de retrait dans l'année. Plus de 170 messages de rappel. Ce n'est pas une raison, mais parmi cette quantité astronomique d'informations, eh bien, on essaie encore une fois de travailler sur le zéro défaut, et c'est notre travail de tous les jours à la direction qualité. Je reviens ensuite sur le sujet du blocage en caisse à l'EAN. Je crois que ça a été dit. Ça, c'est quelque chose qui est possible. Le blocage EAN au lot, aujourd'hui, n'est technologiquement pas possible. Et ce serait vraiment un point d'amélioration majeur. Concernant la formation, maintenant, je vais parler pour l'ensemble des membres de la FCD et Carrefour en particulier sur le sujet. Cette formation, elle existe depuis des années. Ce que l'on va faire, c'est la renforcer au point où on a identifié une non-conformité, c'est-à-dire sur les hôtesses de caisse et sur l'accueil. Les procédures de retrait sont présentes, les procédures de rappel, pardon, les affichettes sont présentes en rayon, mais également présentes à l'accueil. Donc l'accueil est théoriquement informé. Donc ils font déjà partie des personnes formées. On va renforcer ces procédures. Concernant l'outre-mer, nous avons fonctionné exactement de la même manière, que ce soit des magasins en métropole ou l'outre-mer ou autres pays. Ils sont informés de la même manière que les magasins en France, d'une manière extrêmement rapide. Certains pays ont été effectivement identifiés pour Carrefour et les quantités ont été également listées. Concernant la question sur les dons, de la même manière, les associations qui distribuent des produits que nous leur donnons sont identifiés et sont aujourd'hui informés par les magasins eux-mêmes qui ont distribué ces produits. Donc ils font partie du circuit d'information. Il y a une question sur la livraison après le rappel et en particulier après le rappel du 10 décembre. Je répète ce que j'ai dit, nous avons eu une livraison de produits Lactalis le 14 décembre portant sur des produits qui avaient été retirés le 10 décembre demandés par Lactalis. Ce n'est pas une raison, mais ça ne facilite pas non plus la démarche. Concernant la traçabilité, la question a été posée. Nous souhaitons évidemment le maximum de traçabilité de la part de nos fournisseurs, qu'ils soient français ou en dehors de la France. Et dernier point, concernant l'efficacité de la communication. Il y a une différence entre retrait et rappel, puisque le rappel, c'est un retrait accompagné d'un affichage. En revanche, et c'était l'un des points de progrès que je souhaitais et proposais, c'était la graduation des rappels. Donc, un rappel, c'est toujours problématique, et si on le fait, on ne le fait pas pour le plaisir, mais il faut être conscient qu'il peut y avoir, non pas en termes de gravité, mais en termes de rapidité d'exécution. Je pense que c'est là où on pourrait travailler. Parce qu'un rappel, c'est toujours grave, c'est toujours critique. En revanche, en termes de rapidité d'exécution, là, on pourrait avoir une graduation. Je vous remercie. Très bien, je vais peut-être donner la parole à Madame la présidente de l'Ordre des pharmaciens, excusez-moi, et ensuite... Merci. Alors, d'abord quelques réponses rapides à des questions précises concernant l'outre-mer. Je précise que effectivement toutes les pharmacies d'outre-mer ont exactement, bien évidemment, le même niveau d'information et tous les outils sont disponibles en outre-mer. J'étais d'ailleurs moi-même en Guyane en janvier pour justement, à l'occasion d'un rassemblement des délégations d'outre-mer et pour constater de moi-même
même que les dispositifs outre-mer et que l'exercice pharmaceutique était le même en outre-mer qu'en métropole. En ce qui concerne la qualité et les procédures qualité, donc nous avons effectivement un programme qualité, une démarche qualité pour nos pharmaciens d'officine, mais j'ai souhaité justement à l'issue de cette crise aller plus loin et proposer à la ministre de la Santé que les pharmaciens s'engagent officiellement dans des démarches de certification et de recertification. Et je me suis engagée à faire une proposition donc à la ministre de la Santé avant la fin de l'été pour proposer justement cette démarche de certification pour les officinaux qui n'existe pas aujourd'hui. Il y a des démarches qualité, il y a des procédures qualité. Il y en a une justement précisément qui concerne les retraits de l'eau qui est disponible sur le site de l'Ordre des pharmaciens et que les pharmaciens sont censés suivre. Mais voilà, donc on va aller encore plus loin et je me suis engagée dans ce sens vis-à-vis de la ministre. Je ne vais pas revenir pour expliquer effectivement l'inexplicable. Je partage votre indignation et votre colère. Tous mes collaborateurs et élus peuvent témoigner, les communiqués de presse que j'ai pu faire témoignent de mon indignation et de ma colère vis-à-vis des pharmaciens qui ont manqué à leurs obligations et qui entachent justement le sérieux et la sécurité de la chaîne pharmaceutique. Néanmoins, j'assume ma responsabilité en tant que présidente de l'Ordre et je ferai tout ce qui est nécessaire, soit en termes de sanctions, soit en termes de participation à des groupes de travail pour que cet événement ne se reproduise plus. Bien sûr, le zéro défaut n'existe pas. Néanmoins, il est de ma responsabilité en tant que présidente de l'Ordre des pharmaciens de mettre à disposition tous les outils technologiques possibles pour que ces événements ne se reproduisent pas. Je m'engage devant vous à faire toutes les démarches en ce sens et d'initier tous les travaux qui effectivement nous permettront de tendre vers le zéro défaut. Je précise enfin que l'avantage de la profession et de la chaîne pharmaceutique, c'est d'avoir justement un point d'entrée, la présidence de l'Ordre des pharmaciens. Il suffit, et la DGS le sait bien, de m'appeler à n'importe quel moment du jour et de la nuit, et c'est arrivé par le passé, pour que instantanément, entièrement, toute la chaîne pharmaceutique, que ce soit de l'industriel au grossiste répartiteur, au point de dispensation, qu'il soit officinal ou hospitalier, y compris en passant par les biologistes, en un téléphone, toute la chaîne est informée dans les 24 heures qui suivent. Donc ce système fonctionne, il suffit de le perfectionner, de rajouter effectivement des outils technologiques et je ne me redéfilerai pas justement sur la responsabilité individuelle. Je compte bien prendre ma responsabilité et d'apporter aux pharmaciens l'ensemble des outils qui permettront de tendre vers le zéro défaut. Merci Madame la Présidente. Je vais passer la parole à Monsieur Chollet du GALEC. Voilà, peut-être si vous voulez rajouter par rapport à la prise de position de la FCD, des précisions. Oui, alors pour répondre un petit peu à tous les sujets qui ont été évoqués, tout d'abord il y a eu un propos sur la formation. Je voudrais dire que pour l'ensemble des centres Leclerc, des points de vente Leclerc, nous avons des responsables qualité qui sont hiérarchiquement directement rattachés au directeur du magasin, donc qui ne sont pas dépendants, je dirais, de l'activité à proprement parler commerciale. Ces responsables qualité, bien évidemment, sont en charge de l'ensemble du point de vente. Ils suivent régulièrement des formations. Ils ont aussi un rôle de formation dans le magasin. Nous avons par ailleurs pas tout le parc de magasins, mais 40% du parc de points de vente qui sont certifiés, et c'est quelque chose que bien évidemment, que l'on va intensifier. Je voudrais dire également qu'effectivement, il y a des formations qui sont dispensées dans l'ensemble des points de vente. S'agissant peut-être aussi du sujet sur l'outre-mer et sur les magasins à l'étranger, bien évidemment, je ne l'avais pas précisé, mais c'est le même système de gestion de la qualité qui est en place. S'agissant du point des blocages en caisse, c'est un point qui a été évoqué par tout le monde et c'est une piste évidemment très importante pour la suite. Je dois dire que de ce point de vue-là, il y a plusieurs aspects. Il y a une évolution des systèmes d'information, mais il y a aussi tout un travail que l'on doit faire avec les industriels. Et un des sénateurs nous a directement interpellés sur nos relations avec les industriels. Nous avons un travail régulier avec l'ensemble des industriels de l'agroalimentaire
pour améliorer et la traçabilité et évidemment la sécurité sur toute la chaîne. Ce n'est pas quelque chose de négociable, puisque j'ai entendu parler des négociations commerciales. Ce sont des sujets qui sont traités, je dirais, en dehors de ces questions-là, de façon la plus sérieuse. Et en matière de traçabilité et de codification des produits, c'est bien évidemment des chantiers que l'on a en permanence avec les industriels. J'ajouterais d'ailleurs sur ce point, puisque vous m'avez posé la question du nombre de points de vente, nous avons sur 1300 points de vente, 275 points de vente qui ont effectivement vendu entre 1 et 4 produits Millumel postérieurement au 21 décembre. J'ajouterais peut-être trois points qui m'ont marqué. D'abord, je pense la question de la graduation des messages. Tout le monde l'a dit, la multiplicité des messages de retrait et de rappel sont confusants. Il faut peut-être s'attacher maintenant à prioriser en termes de dangerosité sur ces messages de retrait-rappel. S'agissant enfin des banques, ils ont, pour notre part en tout cas, joué le jeu, mais c'est vrai que pour eux, ils sont confrontés à des réglementations qui sont contraignantes et ce n'est pas forcément évident de prendre cette décision de lever le secret bancaire. Enfin, j'ajouterai aussi un sujet qui a été un peu évoqué s'agissant des dons aux organisations caritatives. Il y a la question des dons et il y a aussi la question des échantillons, puisque nous-mêmes nous avons été confrontés pendant cette crise à la question des échantillons. Nous distribuons, les industriels nous proposent de distribuer à nos consommateurs des échantillons. Ces échantillons présentent évidemment parfois les mêmes risques de dangerosité et de ce point de vue, nous avons été amenés pendant la gestion de crise, à titre de précaution, puisque les produits en question n'étaient pas directement visés, mais à rappeler 130 000 de nos consommateurs pour leur demander de vérifier s'ils étaient en possession d'échantillons de la marque Millumel. Mais c'est un vrai sujet, je pense, qui dépasse d'ailleurs probablement le secteur de la distribution. Les échantillons sont distribués très largement par les industriels et c'est une vraie question de sécurité également. Merci beaucoup, des points intéressants, effectivement. Madame Caroline Dacier, peut-être, pour Intermarché. Alors, plusieurs sujets. Le premier concernant la formation et quels sont les moyens, les investissements et l'humain qui sont nécessaires de mettre en place. Donc, plusieurs choses concernant notre enseigne. On a déjà démarré tout un outil digital sur du e-learning qui est disponible pour l'ensemble des collaborateurs point de vente. Donc c'est une solution qui permet vraiment d'avoir un accès à tous les collaborateurs du point de vente et en continu. Le deuxième sujet que nous avons commencé à mettre en place, c'est d'avoir 2 personnes par point de vente responsables de la qualité. Donc ça, on est en train de travailler sur tout ce déploiement parce que on est complètement conscient de l'importance de la formation régulière de nos salariés au sein des points de vente. Et cet enjeu, il est à la fois de travailler par le e-learning avec des outils digitaux qui sont à disposition en permanence et surtout de pouvoir avoir des personnes complètement dédiées parce qu'on est très conscient que la formation est clé dans ce dispositif. Sur la partie du blocage de l'EAN, pour vous répondre, oui, c'est un blocage national. Il est piloté par nous, donc ça bloque 100% de nos points de vente. Donc il est applicable aujourd'hui et on le met en place pour notamment les produits à rappel et notamment sur tous les enjeux de santé publique. Donc il est effectif chez nous et il y a une double alerte. Quelqu'un parlait de l'alerte enlèvement. Sachez que sur tous nos systèmes de caisse, vous avez un carré rouge type alerte enlèvement qui est alerte retrait produit et ce produit-là ne peut plus aujourd'hui passer outre nos caisses. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que la caisse vous permet d'afficher un message de sensibilisation. Donc, c'est pas uniquement les responsables qualité au sein du magasin qui sont informés. Je pense qu'il y a un enjeu d'information de l'ensemble du personnel et les caisses sont évidemment le point de sortie du magasin. Donc ça, c'est effectif chez Intermarché et c'est piloté nationalement. Je pense en revanche qu'il faudra vraiment travailler parce qu'on a eu cette discussion sur l'EAN et le lot. Il faut qu'on travaille de concert avec le monde industriel sur l'évolution via la technologie. Alors est-ce que c'est de la RFID? Il y a probablement plein de technologies. Et ça, je vous rejoins, monsieur, quand vous parliez de la collaboration industrie-commerce. Moi-même, j'ai été 21 ans dans un groupe agroalimentaire. Donc j'ai une bonne vision de la chaîne de bout en bout et je vous confirme que
c'est un enjeu qui est très important, tant pour un industriel que pour un distributeur, et on doit continuer évidemment d'accroître la collaboration, faire avancer ces sujets qui concernent vraiment l'ensemble de la chaîne. Donc il y a un vrai sujet, notamment si on développe des technologies pour améliorer la traçabilité et surtout un blocage caisse. Évidemment, on ne peut pas le travailler qu'entre distributeurs, il faudra qu'on avance tous ensemble. Concernant l'international, nous n'avons pas été concernés par l'international. Et ensuite, le sujet de la communication. Moi, je partage aussi qu'il est central dans ces dispositifs-là. Et il est central pour nous, distributeurs, de toucher 100% de nos salariés au sein du point de vente. Donc on a une radio qui défile en permanence dès l'arrivée des collaborateurs avant l'ouverture des points de vente, qui nous permet de passer des messages à l'ensemble des personnes, que ce soit pour les personnes qui mettent en rayon, pour les directeurs, pour les passages en caisse, parce que je crois que au sein d'une unité d'un point de vente, on ne peut pas se dire que ça repose sur une personne. Il faut avoir conscience que c'est l'ensemble des salariés du point de vente qui doivent être informés. Et du coup, cette radio, le matin avant l'ouverture, permet de sensibiliser l'ensemble des intervenants. On a les bandeaux aussi qui bloquent 100% des ordinateurs du point de vente, quel qu'il soit, celui du directeur ou celui des chefs de rayon, tant que le message n'a pas été pris en considération. Donc voilà les choses qu'il faut évidemment que l'on met en place et qu'il faut renforcer. Moi je pense aussi qu'il faut tendre vers le zéro défaut, même s'il est évidemment très compliqué. C'est un problème de santé publique sur lequel toute la chaîne doit viser le zéro défaut avec une vraie collaboration à mettre en œuvre. Et c'est pour ça que je vous remercie encore de cette initiative-là, parce qu'il faut évidemment qu'on travaille tous main dans la main pour avancer. Merci. Merci Madame la Directrice Générale. Je passe la parole à Monsieur Guéret-Subert du groupe Auchan qui me l'a demandé. Oui. Oui, merci Madame la Présidente. D'autres petites choses rapidement. Tout d'abord, s'agissant de la Réunion. La Réunion, nous avons 28 sites. Je veux dire, la Réunion, c'est loin, donc à éloignement, dispositif particulier. Nous avons donc à appeler individuellement chaque patron de site. Voilà pour la Réunion. Pour ce qui est de la formation, et ça me permettra de répondre à M. Hainaut et à Mme Estrosi-Sassone, la formation, le problème évolue. On a besoin que les collaborateurs soient formés au zéro défaut, mais ils soient aussi formés à la microbiologie. Donc on a ces deux axes de formation qui vont être mis en place très, très rapidement. Sur le zéro défaut, la formation c'est bien, mais en fait ce qui importe peut-être plus que la formation elle-même, c'est la vigilance. Parce qu'on délivre une formation et puis 3 ou 4 mois après, il y a de la routine qui s'est mise en place et c'est ceci qu'il faut éviter. Je dirais. Donc il faut maintenir fort la vigilance. C'est la raison pour laquelle, via le e-learning et autres procédés, nous prévoyons de la formation et un rappel tous les 6 mois. On recommence la formation et on l'adapte tous les 6 mois aux populations des sites qui sont concernés, c'est-à-dire les populations en caisse, les populations à l'accueil. L'accueil, on a parlé de la généralisation du blocage en caisse. Je voudrais revenir sur un point. Lorsque l'on explique que c'est par le défaut d'exécution que les choses s'expliquent, on n'est pas en train de se disculper, on explique les choses. Soyons clairs là-dessus. Et donc, on généralise le blocage en caisse et on installe à l'accueil également un système de blocage. Ce qui fait que les collaborateurs, lorsque le soir, avant de remettre les produits en rayon, rescannent les produits via un ordinateur qui est là, et si le produit ne doit pas être remis en rayon, il y a une deuxième procédure d'alerte donc pour arrêter et éviter la remise en rayon. Dernière chose, on nous a également interpellé sur les valeurs, nos projets d'entreprise, sur les valeurs d'entreprise et sur la nécessité de faire évoluer les choses. Bien évidemment. Moi, je voudrais rappeler d'autres choses là-dessus. La première, ça nous concerne, Auchan est une entreprise intégrée. Auchan est une entreprise qui n'est pas cotée. Auchan est une entreprise qui est détenue en France à 92% par ses salariés. 92% des salariés d'Auchan France sont également actionnaires dans l'entreprise. Donc ça signifie quoi? Comment?
Pardon. La Je parole... précise. Merci madame. Voilà. 92% des salariés d'Auchan France sont actionnaires de l'entreprise et nous détenons... Il y a des actionnaires plus gros que des autres. Mais, des actionnaires salariés. Mais donc, je confirme. Et nous détenons 10% du capital de l'ensemble du groupe. Voilà pour être précis. Mais ceci pour dire que le rapport du salarié à l'entreprise est quelque chose de très particulier où nous nous sentons copropriétaires dans l'entreprise et responsables de ce qui est fait dans l'entreprise. C'est la raison pour laquelle, et ça me permet de répondre à une dernière question ou interpellation, est-ce qu'en effet, le contrôle des produits venant de l'étranger, la meilleure façon de diminuer le risque de produits qui viennent de l'étranger, c'est de s'approvisionner de plus en plus en France. C'est une garantie supplémentaire, mais c'est une garantie qui n'est pas suffisante, on le sait bien. Nous sommes, la semaine prochaine, une des rares enseignes présentes au Salon de l'Agriculture, en tant que telle. Donc, vous êtes aujourd'hui présents. Nous aurons l'occasion, si vous le souhaitez, de vous accueillir et de vous expliquer comment, non pas sur le sujet des relations commerciales, mais comment nous essayons de privilégier les approvisionnements français, la rémunération des agriculteurs et des PME. Non, monsieur, c'est une information. C'est une information. Voilà. Mais venez nous voir et on pourra en reparler. Très bien, merci. Nous avons pris note que nous serons très occupés pendant le Salon de l'Agriculture. La parole est maintenant à Claude Rissac du groupe Casino. Oui, un tout petit point technique sans revenir sur ce qui a été dit, parce qu'il n'a pas été répondu clairement à la question de Mme Estrosi Sassone sur la centralisation du blocage en caisse. Donc je vous confirme que c'est centralisé. On bloque en caisse à partir d'un point centralisé, ce qui précisément explique qu'on ait dû paramétrer chaque appareil. Voilà, c'était tout. Une précision. Bien, y a-t-il d'autres enseignes qui souhaitent prendre la parole, ou Madame la Présidente? Non, très bien. Mais écoutez, je vous remercie infiniment tous d'être venus d'abord, de la transparence de vos propos, des explications qui nous ont été données, des perspectives et des recommandations. Et je vous donne donc rendez-vous pour certains au Salon de l'Agriculture, mais plus tard dans nos discussions. Car avec les états généraux de l'alimentation et les conséquences législatives, nous aurons d'autres occasions de nous réunir. Merci à mes collègues et je garde avec nous les collègues des affaires économiques. Merci beaucoup. Voilà, la commission mixte d'information constituée autour du scandale Lactalis poursuit donc ses travaux avec aujourd'hui l'audition des acteurs de la grande distribution. Cela après plusieurs semaines d'audition, puisque les sénateurs ont déjà entendu le directeur de la communication de Lactalis, mais aussi les autorités de l'État concernées, notamment la DGCCRF, dont le contrôle a été pointé du doigt dans cette affaire, ou encore le directeur de Santé publique la semaine dernière. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les auditions sur notre site publicsena.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.